suis issu d'une famille où la tradition orale elle est très importante et surtout la mémoire, la transmission. Mon père, c'est un gardien un peu de la culture locale, euh, ce qu'on appelle entre guillemets des griots. Oui. Donc peut-être que je l'ai dans le sang. Oh, en tout cas, je le vois. Voilà. Et donc, c'est toujours partager avec les autres. Et donc, je me suis dit, si je veux vraiment avoir mes repères dans cette ville, si je veux vraiment savoir qui je suis, il faut aller chercher cette ville-là. Et c'est là où Casablanca, ce n'est pas une ville qui est facile à dompter. Il faut aller trouver les codes. Il faut aller l'apprendre. Et je pense qu'il faut mériter d'être Casablancais, au fait. Oui, ça se mérite. Souvent, quand on pense à Casablanca, parce que c'est sa nature un peu la première façade de Casablanca qu'on voit, on voit Casablanca comme étant une ville monstre, une ville du va-et-vient du bâtiment. Et on oublie toujours de côté le Casablancais qui, lui, d'ailleurs, justement, est l'âme de Casablanca. Parfois, il faut faire un long détour pour trouver le raccourci. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est exactement ça. Et ça prouve juste que, effectivement, l'histoire des relations humaines, c'est l'histoire de rencontres. Hein, donc voilà, souvent pour savoir qui on est, il faut aller voir les autres. Absolument. Parce qu'en fait, en fin de compte, la moitié de notre identité, c'est plutôt l'autre. Hein, on n'est jamais complet soi-même. Absolument. Et je pense que le Maroc a été un déclic pour moi, pour ce côté, on va dire, un peu identitaire. Que je te vois, c'est le podcast où des voix singulières s'expriment et se dévoilent à travers des récits inspirants et des partages d'expériences. On va dire qu'on fait des chit-chats autour du développement personnel et du bien-être. Chaque invité raconte son histoire unique, comme la tienne, cher Samba, pour inspirer, transformer et pourquoi pas éclairer à la lampe de sa lumière. Et je suis très honoré et c'est un vrai plaisir, Samba, de t'avoir dans ce podcast, dans ce décorum, parce que pour parler de singularité, pour plonger en profondeur, c'est ce qu'on va faire, car tu es un être très profond, que ce soit au niveau humain, que ce soit au niveau de la connaissance, que ce soit au niveau du patriotisme et des diverses casquettes que tu endosses. Donc, je ne vais pas faire un long préambule et je vais commencer les auditeurs, je vais permettre surtout aux auditeurs de te connaître en te posant cette première question. Qui es-tu et d'où tu viens? Merci déjà pour cette belle occasion, parce que je pense que ce n'est pas donné à n'importe qui et ce n'est pas tous les jours qu'on voit des occasions comme ça. Donc, je te remercie beaucoup pour cette invitation. Alors, pour répondre à la première question, c'est vrai que c'est une question qui a l'air très simple, mais pas aussi simple on va dire, à répondre. Mais j'essaierai quand même. Bon, alors moi, je suis Samba Soumounou. Je suis mauritanien. Parfois, je dis aux gens que je suis un peu de l'Afrique de l'Ouest parce que je peux avoir des origines un peu maliennes, sénégalaises, guinéennes, pourquoi pas. Mais je viens de la Mauritanie, donc je suis mauritanien. Et je réside à Casablanca depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc voilà, je suis dans le domaine un peu, on va dire, de la culture, avec plusieurs casquettes, mais je pense que je les dévoilerai tout au long de notre rencontre. Voilà un peu pour faire une petite introduction. Super. Et je tiens à dire aussi que je suis d'autant plus honoré que tu as un amour du Maroc, que tu connais le Maroc mieux que certains Kazaouis. Donc je demande aux auditeurs de vraiment accrocher, je veux dire attacher leur ceinture et de profiter du voyage. Et c'est un peu désolant parce que, juste une petite parenthèse que je ferme rapidement, parce qu'à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui connaissait le Maroc, ce n'était pas un Marocain. Et il faut dire que Samba, d'ailleurs, Samba Kaza, on t'appelle, ou Samba Kazaoui? Samba el Kazaoui. Samba el Kazaoui. Tu connais non seulement Kaza mieux que la majorité des Kazaouis, mais en plus, tu enseignes la genèse, l'histoire, la beauté, l'architecture de Casablanca aux Marocains afin qu'ils puissent la transmettre à celles et ceux qui le désirent. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Alors, ça peut paraître paradoxal, effectivement. Alors, je pense que le mot Samba el Kazaoui a commencé depuis à peu près 2013 ou 2014, voire même. Et effectivement, c'est très particulier un peu. C'est un constat qu'on se fait souvent. En tout cas, moi, à Casablanca, c'est une ville que j'ai connue dès mon arrivée au Maroc. Je me suis retrouvé justement
embarqué dans cette ville qui est une ville. On va pas digresser. علاش أصحابي المغرب علاش جيتي المغرب أصلا قول لنا. ايوا كيسولوني الناس كيفاش جيتي ولا علاش اخترتي المغرب كنقول لهم انا ما اخترت المغرب سي لو ماروك كي ما شوازي. شتي كمل يلا زيد. Alors c'est le Maroc qui m'a choisi pourquoi parce que tout simplement j'étais étudiant en sociologie et anthropologie à l'université de Nouakchott et j'étais boursier donc major de ma promotion comme d'autres. Et on avait cette envie à l'époque, c'était à la mode. C'est après le master, il fallait aller en France. Voilà, c'était la mode, etc. Et je me rappelle très bien, on avait insisté pour que notre bourse soit dirigée vers la France. On nous avait dit non, que c'était le Maroc. Et en fin de compte, avec les parents, etc., on nous dit bah écoutez, vas-y, allez-y au Maroc. Et c'est comme ça que j'ai débarqué, on va dire, au Maroc, en plein milieu de l'année scolaire. Et depuis que je suis arrivé au Maroc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore regretté. Et je pense que je ne vais pas regretter d'avoir été au Maroc. Et pourquoi tu n'as pas regretté? Tu peux nous dire juste un petit exemple et continuer par la Parce suite. que tout simplement, je me sens casablancais, je me sens marocain. Aujourd'hui, là où je me balade un peu partout au Maroc, je me réveille, je suis chez moi. Il n'y a aucun moment où je me réveille où j'ai un doute. Non, je suis chez moi comme si j'étais en Mauritanie. En fait, on est chez soi, là on respire bien. Est-ce que tu respires bien ici? Tout à fait, je respire très bien, je me sens en sécurité, très protégé et très épanoui. Donc, c'est exactement ça. Donc, je suis chez moi. Voilà. C'est une des raisons pour laquelle je t'ai invité, et je te remercie d'avoir accepté, c'est que j'ai tout de suite senti que tu étais comme un poisson dans l'eau dans cette ville qui est Casablanca et le Maroc, parce que tu connais d'autres endroits du Maroc dans toutes ces profondeurs, on va dire, énigmatiques. Exactement. C'est un pays qui me fascine beaucoup, mais c'est également grâce à ce pays que j'ai appris aussi à redécouvrir chez moi. C'est paradoxal. C'est vrai. Il y a des moments, je suis passionné de l'histoire, c'est vrai, de la culture. Je suis quelqu'un qui adore aller voir les autres. Mais à un moment donné, il y a des questions que j'avais. Les réponses, je les ai trouvées au Maroc. Surtout sur la partie historique. Il a fallu que je vienne au Maroc, je commence à interagir avec les gens, que ce soit du point de vue académique ou amical, pour que je puisse avoir des réponses par rapport à certaines parties de mon identité en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest. Donc, on en était où, cher ami? Eh ben, on était sur la découverte de moi et de l'Afrique de l'Ouest. J'avais envie de dire quelque chose pour te donner une transition. C'est que ça m'a donné, ça a fait résonner une citation que j'ai en tête. Parfois, il faut faire un long détour pour trouver le raccourci. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est exactement ça. Et ça prouve juste que, effectivement, l'histoire des relations humaines, c'est une histoire de rencontre. Donc voilà, souvent pour savoir qui on est, il faut aller voir les autres. Absolument. Parce qu'en fait, en fin de compte, la moitié de notre identité, c'est plutôt l'autre. On n'est jamais complet soi-même. Absolument. Et je pense que le Maroc a été un déclic pour moi, pour ce côté, on va dire, un peu identitaire. C'est très spirituel, ce que tu dis. C'est vraiment très spirituel. C'est en allant vers l'autre qu'on se connaît soi-même, quoi, en fait, finalement. Je vais te poser une question pour descendre un peu plus en profondeur. Maintenant qu'on est totalement détendu avec cette fausse cheminée, c'est qui es-tu vraiment? C'est-à-dire si on enlève ses vraies casquettes et on se regarde dans le miroir à la fin de la journée avec une émotion peut-être, une fatigue, et puis tu es qui quand tu te regardes dans ta solitude? C'est une question très, très existentielle, très profonde. Je ne sais pas si j'ai une définition de qui je suis, mais je dirais... on va dire un être humain simple qui a réussi à comprendre un peu que ce monde-là n'est pas seulement qu'un monde matériel, qu'il y a quelque chose de très important. Et là, ça me ramène à une citation que nos grands-parents nous racontent souvent, c'est que l'homme est le remède de l'homme. Là, je fais une traduction. L'homme est le remède de l'homme. L'homme est le remède. Ouais. C'est-à-dire que... C'est le médicament. C'est le médicament. Donc, j'essaye de mettre au centre de mes préoccupations l'humain, l'autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça, même ne serait-ce que dans ce que tu fais tous les jours. Tout à fait, c'est exactement. Donc, je suis quelqu'un qui est un citoyen du monde et qu'en sortant de mon territoire ou de ma zone de confort, j'ai appris finalement à découvrir les autres et apprendre à vivre avec les autres, même si on n'est pas d'accord. Ou même si on n'a pas les mêmes préoccupations ou les mêmes appartenances, que ce soit religieuses ou culturelles ou spirituelles, mais qu'on puisse dialoguer et communiquer et partager des choses. Tu m'amènes vers un terrain, c'était une question que j'allais poser plus tard, qui est le terrain, étant donné, je suis
marocain, sahraoui, avec des origines nigériennes. Tiens, je vais t'apprendre quelque chose. Génial. Tu vois. Et fier de l'être. Fier d'être marocain, Carrément. fier d'être sahraoui. Carrément. Et vivre le Sahara marocain. Carrément. La question du racisme. Je ne veux pas parler de ce que j'ai vécu en qualité de ça, puisque tu parles de l'échange, puisque tous les jours, tu fais en sorte de construire des ponts pour rassembler les quartiers, rassembler les ethnies, rassembler les différences, malgré les différentes cartes du monde qui peuvent exister. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler du racisme que tu as vécu au Maroc? Alors, le racisme que j'ai vécu au Maroc, il est assez particulier. Bon, je vais parler de mon cas, hein, parce que je pense que les individus sont différents, donc forcément, chacun a son vécu. Moi, ça a commencé, je pense que le point de départ, c'était plutôt dès mon arrivée. Et souvent, je le raconte quand j'y reviens, je pense, et ça me fait rire, mais c'était lors de notre premier séjour, on devait signer un contrat pour aller habiter dans un quartier qui est juste à côté de notre faculté. C'est la faculté de Ben Msik, un quartier populaire, un peu éloigné du centre. C'est à Sbata. Un peu plus Bata, ouais. Donc vous allez vers, ils appellent ça Masira Wahid maintenant, c'est là où il y a Mijmoua Tlata, Mijmoua Arba, Haïmoula Rachid. Haïmoula Rachid. Voilà. Donc je suis aussi un produit de Haïmoula Rachid pendant 4 ans. C'est pour cela peut-être que j'arrive à communiquer très facilement avec les jeunes Marocains. Mais c'est là où j'avais vécu les premiers cas, on va dire, un peu de racisme et de discrimination. C'était qu'on était arrivé, on devait prendre l'appartement et il y a tout l'immeuble qui descendait pour nous empêcher de rentrer parce qu'on était des étrangers. L'immeuble. Ouais, tout l'immeuble. C'était de 19h à 21h. Heureusement qu'il y avait les autorités marocaines, justement. Heureusement que tous les Marocains, c'est là où j'ai compris et que je pense que mes camarades aussi ont compris qu'il faut relativiser. C'est très important. C'est-à-dire que dans ce même petit immeuble, il y avait une famille. D'ailleurs, l'un de mes premiers amis marocains, Ahmed, qui vous allez retrouver dans mes photos, etc. et tout, était dans cet immeuble-là. Et cette famille était la seule famille qui avait dit, mais vous ne pouvez pas empêcher ces gens de monter, c'est pas possible. Donc voilà, il va falloir à un moment donné qu'on raisonne. Donc il a fallu que le syndic, que je parte, puisque j'étais désigné comme représentant de ces étudiants, que je parte avec eux au commissariat, qu'on explique, etc. Et que le commissaire lui-même était surpris de voir que nous, qui étions des étudiants boursiers, on nous empêche de rentrer depuis 19h et il est 21h. Et là, je me rappelle bien les propos du commissaire en disant que ces gens-là, vous allez les laisser rentrer. Et si j'entends, ou si on revient ici, on entend qu'il y a encore des problèmes, c'est tout l'immeuble, vous allez avoir des problèmes. Et c'est comme ça que l'histoire s'est tue. On a pu regagner l'appartement. Ce même jour, ou cette même soirée, on a la famille qui était à côté de nous, qui avait accepté qu'on passe, nous ramène le ataï marocain, les gâteaux marocains, etc. etc. Oubliez ce qui s'est passé. Et donc ça, c'était un peu, on va dire, le premier déclic. Donc, et là, c'était très particulier parce que je pense que peut-être que moi, j'ai de la chance ou quelque chose comme ça. D'autres n'ont pas vécu, mais en même temps, on avait vécu un acte de racisme, de discrimination, et de l'autre côté, on voyait le revers de la médaille. Je suis ému. Je suis ému parce qu'en fait, c'est ça le Maroc. Je disais que c'est ce qui permet en tout cas de contraster avec les bonnes choses. Oui, carrément. Et la vie, tout n'est pas rose, mais aussi il ne faut pas le voir du côté négatif. Et moi, je pense que c'est là où j'ai compris finalement que ma formation que j'ai eue en sociologie, c'est à partir de ce terrain que ça devrait commencer. Alors Samba, tu es sociologue de formation, tu as fait des études en anthropologie, tu dois comprendre, tu dois apprendre pourquoi ces gens-là, parce que je sortais de mon pays, pourquoi ces gens te voyaient comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, donc, j'ai relativisé, j'ai essayé de comprendre, j'ai essayé de plonger. Donc, et c'est là où je suis parti vers les autres pour aller voir comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est réellement passé, c'est quoi le problème. Et donc, au fur et à mesure que j'avançais, on va dire dans ma découverte du Maroc et de Casablanca, je comprenais qu'effectivement, il y avait des gens qui n'avaient dans ce quartier jamais rencontré de subsahariens. Il y a d'autres, ils voient l'Afrique de l'Ouest à travers un peu, on va dire, les médias. Donc, on va dire bien sûr. De l'autre côté, de l'extérieur. Donc, ils n'ont pas connaissance. Et petit à petit, finalement, dans ce même petit immeuble, le Ramadan, on le passait ensemble. L'Eid el-Kibir, on nous invitait jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus là-bas, mais jusqu'à aujourd'hui, les habitants de cet immeuble continuent à m'appeler pour nous dire est-ce que vous voulez venir partager l'Eid avec nous, etc. Mais je pense que l'effort que j'ai fait, c'était d'aller discuter avec ces gens-là.
leur expliquer qui je suis, justement. Et c'est là où vient la réponse à la question, finalement. Qui je suis, en fait. Je ne peux pas le dire comme ça, Oui. mais c'est à travers l'interaction que moi, qui suis mauritanien, qui suis de l'Afrique de l'Ouest, c'est à travers cette interaction que j'expliquais à ce Marocain. J'explique à ce Marocain qui je suis en réalité. Que tu es quelqu'un, en fait. Et qu'en fin de compte, je suis quelqu'un. Tu es un être humain. Un être humain, et que finalement, il y a plus de choses en commun entre nous que de choses qui nous différencient. Absolument. Et donc, ce pas-là, il faut le faire. Et souvent aussi, il faut aller vers l'autre pour le ramener vers chez toi. Mais oui. Et donc, il fallait casser ces barrières. Et c'est comme ça que j'ai vécu en fait cette expérience. Et peut-être même que c'est cette expérience qui m'a permis finalement de comprendre le marocain. De te trouver même toi-même. De me trouver exactement et de comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'il faut parler avec les gens? Comment est-ce qu'il faut aborder vers les gens? Ne pas avoir peur, en fait. Surtout ne pas avoir peur. Absolument. Mais il y a une chose qui est extraordinaire chez toi. Il y a aussi une prédisposition à l'ouverture et à l'humaine considération et compréhension. À savoir que tu ne juges pas par le comportement d'une personne l'identité de la personne. Ça, c'est tu clair. sais que c'est juste le comportement. Il y a d'ailleurs un présupposé de développement personnel qui dit le comportement, c'est pas grave, ça fait partie des aléas du podcast et je couperai même pas ce moment-là, crois-moi. Je ne couperai même pas. C'est-à-dire, je te disais, ça fait partie des présupposés de développement personnel où on dit que le comportement n'est pas l'homme. C'est pas parce qu'une personne fait quelque chose de mauvais que la personne est mauvaise. Tout à fait d'accord, d'autant plus que d'ailleurs, ce jour-là, on était plusieurs. Donc, on n'avait pas eu les mêmes réactions. Moi, j'avais une réaction peut-être un peu plus tempérée, d'essayer de comprendre pourquoi. D'autres l'ont vécu très mal, parce que je peux le comprendre aussi. Hein. Oui, bien sûr. On est différents, donc on a chacun sa façon de réagir à une situation. Et c'est là où je confirme ce que tu viens de dire. Effectivement, ce n'est pas le premier contact ou la réaction que je mène qui me détermine. Souvent, cette réaction détermine un temps, un contexte bien défini. Peut-être qu'il y a eu un vécu dans le passé. Et d'ailleurs, parmi les arguments qu'on nous avait donnés, c'est qu'il y a eu des gens qui sont passés, il y a eu des expériences qui sont passées, etc., qui font que finalement, les gens prennent un peu leur distance, etc. Et donc, tout ça, je l'ai appris au fur et à mesure que j'avançais, que j'interagissais avec les gens. Et donc, ça, c'est très important. Effectivement, on n'a pas la même façon de réagir face aux situations. Et peut-être, effectivement, mais ça, je pense que c'est les autres qui pourront le dire à ma place, peut-être que effectivement j'ai eu les prédispositions à pouvoir faire face à telle ou telle situation, à ne pas être très impulsif face aux gens. Parce que de toute façon, les termes racistes ou discriminatoires, je les entends tous les jours. Et souvent, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Et c'est après, quand on déclenche la discussion, qu'ils changent d'attitude, que souvent ils se disent écoutez, j'ai appris beaucoup de choses, je suis désolé, je ne connaissais pas, etc. etc. Oui. Donc moi, mon objectif, c'était toujours de ne pas laisser cette personne qui a une certaine ignorance par rapport à telle ou telle chose, de ne pas laisser partir comme ça. Il faudrait peut-être partager un peu de savoir, parce qu'en fin de compte, les connaissances et les savoirs n'ont de valeur que quand on les partage. Sinon, elles restent cachées, elles risquent de disparaître. Sinon, c'est l'ignorance totale, exactement. C'est la jahiliya. Exactement. Et c'est pour cela, je discute avec ces gens. Mon objectif, c'est toujours de ne pas le laisser partir tel qu'il est venu. C'est ça, mais ça, c'est super. J'espère que les gens apprécieront les choses. Alors juste, je vais changer d'expression selon le poids et la mesure de ce que tu es en train de dire. Ça me fait penser à la sagesse de Isa alayhi salam quand il dit pardonne leur Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'ignorance qui fait que les gens qui créent des barrières. Tout à fait. Et c'est là où je me dis, mon travail, c'est pour cela d'ailleurs, dans l'introduction, vous avez dit, j'enseigne. En fait, à travers tout ce que j'enseigne, et peut-être que je répondrai à la question, j'essaie toujours de parler de l'Afrique de l'Ouest, de parler de ce monde qui est méconnu par certains Marocains ou certains habitants du Maghreb. Parce qu'au fait, durant l'histoire, ou très, très récemment, il y a une rupture, une coupure entre le Nord et le Sud. On ne connaît plus le Sud. Donc forcément, ceux qui viennent, c'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est des gens qui font peur, ou tout ce qu'on raconte d'eux via les médias, etc. Et moi, à travers mes relations, mes contacts, mes partages, j'essaie toujours de leur parler un peu de cette partie du monde qui, en fin de compte, qui n'est pas très éloignée et surtout n'est pas étrangère au Maghreb. Le Maroc est en Afrique, il ne faut pas qu'on l'oublie. Exactement, oui. Et cette image, et je tiens à le dire, elle a été ternie par, sans rentrer dans le jugement de valeur, par le caucasien, l'homme blanc, qui a terni l'image de l'homme, du noir africain, en fait. Tout à fait, c'est clair. De toute façon, c'est historique. Et c'est pour cela que je suis passionné de l'histoire, parce que je me dis que souvent, pour enseigner un peu les gens, il faut revenir un peu sur l'histoire. Il faut que les gens comprennent à partir de quel moment le Maroc s'est retrouvé, ou, entre guillemets, certaines se sont retrouvées détachées de l'Afrique. Parce que depuis la nuit des temps, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, d'ailleurs, avec les politiques, etc., on voit que le Maroc s'enracine toujours en Afrique. Et comme disait
la célèbre citation ou phrase du feu Hassan II, roi Hassan II, qui disait « Le Maroc, c'est un arbre. Oui, Ses racines sont enfoncées en Afrique. » Je trouve que c'est exactement. Son tronc, c'est le Maroc. Et ses branches sont ouvertes vers l'Europe. C'est exactement ça. Et cette racine africaine, on la retrouve dès qu'on commence à échanger. Moi, souvent, quand je discute avec les gens, je leur dis, il faut venir en Afrique de l'Ouest. Il faut venir au Sud pour voir comment ça se passe. Et qu'il n'y a pas de rupture. Et qu'il y a toujours eu des connexions. Il y a toujours eu des liens. Moi, je me suis toujours senti chez moi ici parce que tout simplement, je retrouve plein de choses de la Mauritanie et de l'Afrique de l'Ouest. Absolument. Que ce soit au niveau des gens, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau des saveurs, des odeurs, du paysage. De certaines traditions. De certaines traditions. Moi, quand je voyage un peu, je descends vers l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que je dis que le désert ne me fait pas peur. Et c'était le cas d'ailleurs, vu que le désert n'a jamais été une frontière, comme je le dis souvent, entre le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Quand je descends vers le Sahara, marocain, etc. Chez moi. Exactement. On voit qu'il n'y a pas de rupture. Il n'y a que de la continuité. Oui, absolument. Il y a de la continuité. Totalement. Voilà. Et là, jusqu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de rupture. Et cette rupture, on la voit au niveau des frontières. Malheureusement, c'est des frontières qui sont tracées dans la tête, justement dans la tête déjà. Et qui est le résultat justement de l'occupation que nous avons eue d'un passé un peu colonial qui nous a divisés en disant du Maghreb, Afrique de l'Ouest, du Maghreb, le Nord et le Sud. Et donc, on a des gens, jusqu'à aujourd'hui, moi souvent je discute avec les gens, ils me disent, mais comment tu fais pour traverser le Maroc, pour entrer en Mauritanie par la voie terrestre? Je leur dis, mais c'est parce que vous lisez encore les cartes avec les lignes. Ces lignes, déjà, elles ont été tracées lors de la conférence de Berlin sans nous aviser. Oui. Et moi, je refuse de reconnaître ces frontières-là jusqu'à ce qu'on me stoppe. Mais tant que je peux les traverser, je les traverserai. Et c'est en les traversant que vous allez comprendre que finalement, l'Afrique est beaucoup plus grande que vous l'imaginez. Tout est dans la tête, finalement. Exactement. Hein, Exactement. On voit le monde selon un filtre. Et souvent, ce qu'on vit, c'est l'interprétation mentale qu'on fait de l'événement. Exactement. On est toujours dans la caverne de Platon. C'est génial. Et il faut sortir pour aller le voir. Et moi, j'ai fait Platon, j'ai fait Socrate. Donc, en aucun cas, j'accepterai de rester un peu dans cette caverne-là. Je vais sortir pour aller voir les gens. Et je n'ai pas regretté d'avoir été en contact avec les gens. Que ce soit ici à Casablanca, que ce soit un peu partout au Maroc. Moi, tu me donnes un week-end, tu me dis où est-ce que tu veux aller au Maroc. Je te dis, écoute, je prends ma moto. Je prends un taxi, je pars quelque part, que ce soit dans les douars, que ce soit au sud du Sahara, que ce soit quelque part, mais je serai toujours chez moi et je vais toujours apprendre quelque chose parce que je vais rencontrer toujours quelqu'un qui va m'accueillir à bras ouverts. Ben, écoute, est-ce que les oiseaux ont des frontières? Ils peuvent aller d'un pays à un autre sans aucun problème et personne ne leur dit sors-moi ton passeport. C'est ça la liberté. Nous sommes que des hommes, Exactement. Des hommes de la nature, n'est-ce pas? Ça c'est clair. J'en reviens maintenant, on va prendre la moto mentale et revenir à Casablanca. Oui. Et te dire quel est ce moment où tu t'es dit, tiens, je vais apprendre la genèse, je vais voir la beauté, je vais la partager, je vais en faire mon métier et je vais enseigner toutes ces choses-là aux Marocains avec la passion et l'amour que tu portes dans ton cœur et dans ta tête. Ouais. En fait, je pense que ça a commencé dès 2 ou 3 premières années, on va dire, de mon arrivée à Casablanca. C'était dans le cadre j'avais vu un appel comme ça, un appel à bénévolat pour devenir guide. Je me rappelle quand j'avais dit à mes collègues mauritaniens que je voulais devenir guide, ils m'ont dit, mais ça va pas, tu n'es pas chez toi, tu veux faire guide. J'ai dit non, mais j'ai envie de découvrir, j'ai envie de savoir où est-ce que je suis. Et c'est comme ça, donc c'était avec l'association Casamumar, c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières visites. Et il s'avère que les gens avaient apprécié la façon dont je partageais, je racontais Casablanca, je racontais l'histoire de Casa, notamment sa Médina. Et c'est comme ça que ça a commencé et que les gens disaient, on a envie que tu nous fasses visiter la Médina. Et moi, j'apprenais. Alors, on va faire de notre mieux pour ne pas digresser, Oui. mais revenir à ça. Mais est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle histoire de Casa, le plus beau monument et pourquoi pas, s'il y a autre chose que tu aimerais partager en quelques lignes. Ouais, alors c'est pas. Alors, pour moi, Casa est un monument en soi. Pour les monuments, et chaque monument, vu que je les connais, chaque monument raconte une histoire. Et donc là, je peux en citer plusieurs. Je peux parler de la Scala, je peux parler de l'ancienne Médina de Casablanca avec son triangle monothéiste. Je peux parler de l'immeuble Imkama en face du parc de la Ligue arabe. Je peux parler de la mosquée Hassan II, l'église du Sacré-Cœur, la place administrative. Le boulevard Mohamed V,
les quartiers éloignés comme Haï Mohammedi, avec l'effervescence culturelle, etc. C'est un Je quartier. viens de là. Moi, je suis Et ben Hey voilà. Mohammadi, Et brother. ben voilà, donc Karian, Haï Mohammedi, Ouais. l'histoire culturelle, sportive un peu donc voilà, de Casablanca. Mais pour moi, Casablanca, c'est une ville un peu universelle. Mm. Et donc, je ne sais pas si je pourrais citer un seul monument, mais on a tant de monuments, et chaque monument, en face de chaque monument, je lis un peu l'histoire de cette ville. Et maintenant, parmi les plus belles, on va dire, histoires, ah bon, là, il y en a plusieurs, mais c'est les rencontres que j'ai avec des groupes de personnes que j'ai formés qui, à chaque fois, me rencontrent, ne serait-ce qu'hier soir, où je rencontre un jeune, Kamal, qui me croise en train de faire une visite avec un groupe d'étrangers, et il s'arrête, il crie mon nom, et il dit à tout le monde, vous allez arrêter, je vais vous présenter ce monsieur, et c'est mon professeur, celui-là. Mm. Tout ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est lui qui me l'a enseigné. Je suis Ould Medina, mais c'est lui qui m'a fait découvrir cette Medina finalement. Ça, ce sont des belles histoires. Et comme on dit, des souvenirs, on va dire la reconnaissance, ce sont les souvenirs de l'âme. Ça fait plaisir de voir cette reconnaissance. Et c'est là où on voit que les barrières sautent. Et il y en a plusieurs que je rencontre qui me contactent tous les jours, qui ont envie de partager avec moi, qui ont envie de me recevoir, qui ont envie de demander après moi, est-ce que tu as besoin de quelque chose, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc vraiment, je me dis que ce sont ces histoires-là qui font la richesse un peu de mon séjour à Casablanca. Et revenons à cette chose qui t'a, le balbutiement, le chuchotement, qui t'a dit, tiens, je vais apprendre l'histoire, je vais apprendre la jeunesse de Casablanca et je vais en faire une passion pour moi et pour les autres. Alors, peut-être que ça vient de mon histoire ou de là où je viens. Je suis ici d'une famille où la tradition orale elle est très importante et surtout la mémoire, la transmission. Mon père, c'est un gardien un peu de la culture locale, ce qu'on appelle entre guillemets des griots. Oui. Donc peut-être que je l'ai dans le sang. Oh, en tout cas, je le vois. Voilà. Et donc, toujours partager avec les autres. Et donc, je me suis dit, si je veux vraiment avoir mes repères dans cette ville, si je veux vraiment savoir qui je suis, il faut aller chercher cette ville-là. Et c'est là où Casablanca, ce n'est pas une ville qui est facile à dompter. Il faut aller trouver les codes. Il faut aller l'apprendre. Et je pense qu'il faut mériter d'être Casablancais, au fait. Oui, ça se mérite. Voilà, ça se mérite. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir été accepté par la ville de Casablanca. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre sur cette ville. Et apprendre différemment, c'est-à-dire non pas seulement rester dans les écrits officiels, etc., mais aller voir les autres. Aller marcher dans les quartiers populaires, Haï Mohammedi, Haï Moulay Rachid, Sidetman, Ben Mtik, donc voilà, dans le centre-ville, croiser les gens, m'asseoir, discuter avec eux, écouter un peu, parce qu'en fin de compte, chacun a son Casablanca. Et c'est ce qui fait que finalement, quand je suis en train de parler de cette ville, les gens ils se disent, mais comment est-ce que tu as fait pour apprendre tout cela? Je leur ai dit, c'est très simple. C'est parce que je suis parti écouter plusieurs Casablancais. C'est parce que je suis parti discuter avec plusieurs Casablancais. Ça m'a permis d'avoir un peu une vision globale sur Casablanca. Et c'est cette vision que j'ai envie de partager pour qu'il y ait justement un sentiment d'appartenance à cette ville. Parce que cette ville, elle mérite mieux. Parce que c'est une ville qui donne beaucoup, mais qui reçoit des fois très peu. Ah oui. Les gens investissent cette ville, on en profite, etc., mais on ne prend pas soin d'elle. Et souvent, je me dis, les gens me disent, mais tu es vraiment un ambassadeur de Casa, parce que quand je pars à Rabat ou dans d'autres villes, je dis, mais ils ont tout ce qu'ils veulent, etc. Et nous, à Casablanca, c'est pas normal. Et donc, il va falloir transmettre l'amour de cette ville aux Casablancais, marocains ou pas, pour justement pouvoir prendre bien soin de cette ville. Oui, c'est ce qui manque un petit peu. On c'est devrait. Oui, c'est totalement juste ce que tu dis. Tu fais vibrer une corde en moi. C'est que Casablanca est une personne qui, parfois, on la regarde pas telle qu'elle est. Exactement. Et elle n'a pas elle n'a pas la courtoisie qu'elle mérite. Tout à fait. Et là, moi, je suis très content de voir quand même, il y a eu, on va dire, une espèce d'évolution entre le moment où j'ai commencé à faire découvrir Casablanca et parler d'elle et maintenant, ceux que j'ai accompagnés qui aujourd'hui sont devenus des ambassadeurs. On a vu qu'il y a eu des initiatives qui se sont prises de part et d'autre un peu à Casablanca où les gens se disent, nous allons défendre notre ville parce que finalement, nous avons découvert que cette ville, elle a de l'histoire. Parce que souvent, quand je suis arrivé, moi, la première fois, comme tant d'autres personnes, on leur a dit qu'il n'y a pas vraiment de choses à voir à Casa. Il n'y a pas beaucoup d'histoire. Il y a la mosquée Hassan II, il faut aller dans d'autres villes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les gens, ils s'arrêtent. Ils nous contactent, ils nous appellent
pour leur faire découvrir Casablanca parce qu'ils ont pris conscience que finalement, que cette ville, elle a de l'histoire. Certes, ce n'est pas une ville comme la ville d'autres villes, Fès, Marrakech, mais elle a son charme, elle a son histoire et elle a de quoi raconter. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, pour justement lui donner ce qu'elle mérite, il cette ville? faut accompagner des initiatives qui existent, mais il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une prise de conscience et surtout un investissement personnel. Il faudrait que les Casablancais partent découvrir cette ville. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte surtout et qu'on change d'axe. Parce que souvent, on prend souvent les mêmes routes. Oui. On va toujours dans les mêmes quartiers et forcément, on se dit qu'on connaît la ville, mais sauf que la ville ne s'arrête pas là. Et moi, c'est ce qui fait, c'est la mobilité, au fait. Je me déplace beaucoup à Casa et je me dis, j'ai une carte où je mets les quartiers que j'ai vus, les quartiers que je n'ai pas encore vus, où est-ce qu'il faut aller, ne serait juste qu'aller s'asseoir pour voir. Il faudrait que chacun de nous se prenne pour un porte-parole de cette ville. Et il faut qu'on parte découvrir cette ville à notre manière. On n'est pas obligé de suivre, mais à notre manière. Il faut qu'on profite. Je donne un exemple. Il y a un événement très important qui se déroule chaque année. C'est par exemple les Journées du patrimoine. Pour moi, c'est une belle occasion, d'accord, d'aller découvrir cette ville, d'aller voir cette ville, de même revenir dans son propre quartier. Parce que souvent, en revenant dans son propre quartier d'enfance, on apprend des choses. Oui. On ne voilà. connaît pas notre quartier Exactement. la plupart du temps. Et bon, le hasard ou bien la nature a fait que souvent, ce sont ceux qui ne sont pas là qui finalement connaissent mieux la ville que ceux qui habitent. Parce que souvent, comme je dis, on est dans notre zone de confort. On est né ici, donc naturellement, on connaît. Alors que non, la réalité, ce n'est pas vraiment le cas. L'expérience nous montre que non, il faut revisiter sa propre ville. C'est pour cela que je dis souvent aux gens, allons à la redécouverte. Et moi, parfois, j'ai des gens qui me contactent, qui me disent, Samba, est-ce que tu as un moment pour le faire découvrir? Généralement, je ne dis jamais non pour faire découvrir Casablanca. Si je dis non, c'est que je ne suis pas disponible, mais je vous renvoie toujours vers un autre créneau. Mais c'est toujours un plaisir pour moi de découvrir Casablanca, de faire découvrir Casablanca. Et je dis souvent aux jeunes que je forme ou aux personnes que je forme, parce qu'il y a de toutes les composantes, des retraités, des Marocains, des professeurs, etc. Je leur dis, en vous faisant visiter Casablanca, j'apprends à découvrir Casablanca. Et redécouvrir aussi. Et redécouvrir Casa, parce que quand on échange, à chaque fois, je puise également de vos connaissances. Absolument. Comme quoi, on est dans un rendez-vous un peu du donner et du recevoir. Et ça, c'est très important. Oui, donc, j'invite les Casablancais, résidents, natifs et de passage, d'aller découvrir cette ville. Elle a de très belles choses à raconter. Tu me fais penser à quelque chose, c'est comment construire une relation. Casablanca, je l'ai vu pendant que tu parlais comme une femme ou comme un homme, un être humain, et que pour assouvir, alimenter cette relation, c'est comme ces plantes derrière nous, il faut verser de l'eau. Et pour assouvir cette relation avec de l'eau, c'est en visitant qu'on arrose Casablanca. Carrément. Et qu'on rendra Casablanca plus épanoui, n'est-ce pas? Carrément, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, en dehors des visites, j'ai participé à des projets de valorisation de certains quartiers, comme le lac de Oulfa, Firdaouz, comme Bachar el-Khair, Ahim Mohamedi. Donc, c'était des projets avec des partenaires, etc. Et moi, je m'investis dans ces projets parce que je me dis que ces gens-là, ils habitent dans ce quartier et forcément, le regard qu'on a sur eux fait que souvent, ils se disent, mais en fin de compte, de toute façon, personne ne nous aime. Oui. Donc, ce quartier n'est pas intéressant. Mais en échangeant, en interagissant avec ces gens-là, en faisant des projets, en le faisant participer, il faudrait que les Casablancais, décideurs, prennent conscience du fait que quand il faut faire quelque chose pour les Casablancais, il ne faut pas le faire sans eux. Parce que tout ce que tu fais finalement, sans me concerter, tu le fais contre moi. Il faut qu'on commence, dans tous les projets liés à la ville, d'échanger avec les Casablancais, de les impliquer. Il faut qu'on soit dans un management participatif. Exactement, une démarche. Et d'ailleurs, moi, dans mes projets, je suis toujours dans l'inclusif et le participatif. Et qu'à la fin de ces projets, je me rends compte finalement que le résultat est atteint. Parce que ces gens-là commencent à s'identifier par rapport au quartier. Commencent à prendre des initiatives pour justement valoriser et inviter les gens à venir les voir. Mais il y a des études très scientifiques qui disent que quand tu inclus les personnes dans un changement, et surtout un changement ou une prise de conscience ou quoi que ce soit, le résultat est plus accepté puisque nous avons ce qu'on appelle en développement personnel des résistances au changement. Nous sommes des êtres d'habitude et la chose qu'on a le plus de mal à quitter, ce sont nos habitudes. Ce sont nos habitudes, on est parfaitement d'accord. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne, effectivement. C'est pour ça, souvent, je parle d'urbanisme participatif, etc. On n'est plus dans l'urbanisme un peu tracé, comme ça, où tu viens, c'est toi l'expert, etc. Et dans mes présentations et dans mes discours, je leur dis, si nous sommes les experts dans notre domaine,
les gens chez qui nous partons, on a les quartiers, chez qui nous voulons faire des projets, ils sont les experts du vécu quotidien. Et ça ne peut pas changer. La carte n'est pas le territoire. Voilà, exactement. Il faudrait qu'on accepte leur savoir-faire. Il faudrait qu'on échange avec eux. Et c'est comme ça que finalement, on arrivera à trouver une ville de Casablanca rayonnante. Rayonnante par qui? Par ses habitants. Parce que je dis souvent aux gens, certes, je suis spécialisé dans le patrimoine architectural ou le patrimoine de manière générale. Casablanca n'est rien sans ses habitants. Et c'est là où je dis souvent aux gens, là, j'ai identifié que l'homme casablancais, le Casablancais type, il a son identité qui ne se retrouve qu'à Casablanca. Parce que quand tu sors ailleurs, effectivement, tu peux dire oui, le Casablancais, il fait trop de bruit, etc. Mais pour moi, c'est toujours cette personne chez qui tu peux te perdre, t'arrêter à tout moment, l'arrêter, qu'il soit en voiture ou à pied, lui dire « Khouya, smahlia, ana bghayt tourini shi blasa ». Il s'arrête, il dit « Marhaba, Khouya. مرحبا فين بغيت تمشي انا نمشي معك انايا دور هنايا بلاتي كاع نمشي معك ولا في الطوموبيل يلا طلع. Et ça je l'ai remarqué très original et très particulier à Casablanca. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans les autres villes. Le Maroc est un pays que je trouve très africain parce que l'accueil on le sent. Oui, c'est sûr. Mais Casablanca, il y a une spécialité. Oui, le Casablanca est très hospitalier. Exactement. Et très généreux. Tout à fait. Très et ça, généreux. on le voit. Et c'est pour moi, c'est ça. Donc, il faudrait qu'on envisage et qu'on imagine Casablanca dans le futur avec le Casablancais. Oui, mais j'ai l'impression que les potentialités de Casablanca ne sont pas alimentées, pour revenir à cette histoire de la relation, ne sont pas arrosées. Qu'il faut qu'il y ait une action citoyenne, individuelle, collective pour aller vers cette direction. Tout à fait. Il faut souvent, quand on pense à Casablanca, parce que c'est sa nature un peu la première façade de Casablanca qu'on voit, on voit Casablanca comme étant une ville monstre, une ville du va-et-vient, du bâtiment. Et on oublie toujours de côté le Casablancais qui, lui, d'ailleurs, justement, est l'âme de Casablanca, en fait. Et donc, il faudrait que dans les initiatives que nous allons mettre sur place, que l'encouragement, il faudrait que quand on parle des Casablancais ou de Casablanca, il faut parler des Casablancais. Il faut le mettre en avant. Et je pense que là où on passe, ou là où on met le Casablancais en avant, on trouve finalement ce qu'on appelle des résultats, comme tu viens de dire, on va dire très, très encourageants en fait. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Dans tous les quartiers où je suis passé, d'ailleurs, je reste en contact avec ces quartiers-là. Quand je reviens, tu as toujours les gens, marhaba bik chez nous. Je me rappelle bien, je donne un exemple. On était en visite avec un groupe d'étrangers, d'étudiants, étrangers venus des États-Unis. J'ai échangé avec eux et donc, dans nos discussions, ils se sont intéressés pour aller visiter le quartier populaire à Haï Mohamedi. Et on est parti à 18h. Il commençait à faire nuit, donc on marchait. Je leur faisais découvrir un peu l'histoire du quartier, etc. Et à un moment donné, on passe devant un groupe de jeunes. Et les jeunes, ils nous regardent et ils disent au groupe-là « Welcome ». Welcome, etc. Et surtout, n'ayez pas peur. Ici, vous êtes en paix et en sécurité. Et là... Ça sonne comme dans un livre. Exactement. Et là, ils ont compris que finalement, eux, ils sont finalement les protecteurs de leur quartier. Et là, finalement, le groupe s'est arrêté et j'ai créé une discussion entre les jeunes et les jeunes étudiants. Et je me suis mis un peu à l'écart pour observer. Et ça a échangé. Ça a échangé, ça a échangé. Et les idées étaient magnifiques. Le sentiment, on va dire, de valorisation de ces jeunes, ça se voyait dans leur regard. Tu as une très, très grande qualité, vraiment, et je vais l'énumérer tout de suite. C'est que tu fais l'inverse de la majorité. Tu n'as pas de préjugés, tu n'as pas d'incrédulité, et tu es dans l'acceptation inconditionnelle, sans jugement ni dévalorisation. Et un autre guide aurait dit « Oulala, les jeunes vont les embêter, Irlan Mchiou ». Toi, au contraire, tu te sers d'une dynamique et tu la recycles pour quelque chose de positif. Tout à fait. Et ça, c'est une démarche que moi j'ai fait. Peut-être que c'est Haïmoul Rachid qui m'a formé, parce que quand j'étais étudiant, donc je jouais du foot avec les jeunes, etc., j'ai appris à parler leur langage. Et je dis souvent aux gens, s'il y a un quartier qui m'a marqué à Casablanca, c'est le quartier Haïmoul Rachid. Alors que Haïmoul Rachid fait peur à des Casablancais. Oui, on m'a toujours dit, quand j'étais encore étudiant, après les rencontres, tu rentres où? Je rentre à Haïmoul Rachid, mais comment tu fais pour rentrer? Et je leur ai dit, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain, même à 4 h du matin, je peux aller rentrer dans ce quartier-là. Mais c'est génial. Parce que j'ai appris qui sont ces gens-là. C'est les vrais Marocains. Ces gens-là, quand ils ont compris que j'étais dans le quartier et que je ne suis pas venu les nuire et que je ne suis pas venu pour leur donner des leçons, ils m'ont accepté. Et d'ailleurs, je me rappelle toujours, ils me disent « Ah, d'accord, c'est le terme. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je reviens, et j'ai vécu le ramadan avec eux où,
à 19h, on avait des plateaux qui venaient. Ftour. Le vendredi, quand on revient, par exemple, de la prière, etc., on a 3, 4 plats de couscous. Wallah, il y a trop de couscous. Le walida galia darouri nsobulkum couscous. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et donc je me suis dit, là où je vais aller à Casablanca, quel que soit le quartier, il y a toujours des gens qui sont prêts à partager dans ce quartier-là. Ils attendent juste l'occasion, ils attendent qu'on les valorise et qu'on les prenne tels qu'ils sont comme étant des Casablancais, des Marocains. Et donc c'est pour cela, je n'ai pas ce problème justement d'échange avec les jeunes. Je n'ai pas ce problème d'échange avec les Casablancais, quel que soit justement leur quartier. Et ça, c'est très important. Et j'invite justement tous les Casablancais ou tous les Marocains à essayer un peu de prendre en considération cet aspect-là. Ne pas venir avec des jugements de valeur à la base. Ne pas venir avec une réticence parce que les gens, ils le sentent. Oui. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est fou, j'ai vécu la même chose hier, mais je ne vais pas raconter, je te laisse raconter. C'est extraordinaire ce que tu dis et c'est une belle leçon, comme quoi, avec la distance critique que tu peux avoir en qualité de Mauritanien, mais africain, et je dis ça sans, c'est pas péjoratif, sans jugement de valeur, justement, tu as pris assez de recul pour comprendre comment ça se passait et aussi apporter des solutions par rapport à certaines problématiques. Ouais, tout à fait. Je reviens à quelque chose de plus personnel, parce qu'on est parti dans des généralités, et que tu excelles dans l'art, comme quoi ton père qui était griot, figure-toi que mon grand-père était l'équivalent du griot aussi, donc nous avons plein de choses en commun. Génial. Et je suis bien content de t'avoir. Génial. C'est quoi je vais aller dans quelque chose de plus personnel. C'est quoi la chose qui t'a fait le plus mal dans ton parcours, au-delà de ton métier, de ce que tu es? Qu'est-ce qui t'a blessé? Bobo, quoi. Allô, maman Bobo, comme on dit dans la chanson. Alors là, par contre, c'est une question dont la réponse, je ne l'ai pas. Je ne sais pas, c'est peut-être parce que je pense beaucoup à tout ce qui est positif, etc. Mais j'essaie d'imaginer qu'est-ce qui m'a fait le plus mal dans mon parcours. Incroyable. Peut-être que ça viendra, mais... Dans ces cas-là, je vais... J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vécu plein de difficultés, etc. Alors, c'est quoi la plus grande difficulté que tu as vécue? Une difficulté en question... Alors, il y avait eu deux. Il y avait eu... c'était surtout... on va dire surtout au Maroc. C'était... les premières périodes, quand je suis arrivé, je n'avais pas encore de connaissances, etc. Il y avait eu l'Aïd el-Kbir, donc tous mes camarades sont partis parce qu'ils avaient des amis. Moi, je n'avais pas d'amis, etc. Et donc, je me réveille le matin après l'Aïd, etc. Et je trouve que tous les magasins sont fermés. Je n'avais pas d'argent avec moi, je n'avais rien. Et donc, je devais attendre 2 jours en me contentant juste de l'eau et de quelques, on va dire, du céréales que m'avaient donné mes parents. Du flocon d'avoine. Voilà, c'est comme du flocon d'avoine, mais africain, en fait de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, c'est comme le petit mil, etc. Et qu'il fallait juste que je mette du sucre et de l'eau dedans. Ça, c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué, mais c'est surtout, pour moi, c'était une belle expérience parce que ça m'a renforcé. Moi, je me rappelle, mon père me disait toujours, je pense que tu vas toujours t'en sortir parce que tu as vécu des choses quand tu étais un peu adolescent, donc c'est très bien, tu vas t'en sortir. C'est quoi cette chose que tu as vécue quand tu étais adolescent, justement? C'était pas une punition, mais mon père me disait, parce que je suis l'aîné de ma famille, donc ça c'est quelque chose de très personnel. Donc mon père me disait que après l'année scolaire, tu devras retourner à la campagne pour apprendre et savoir ce que tu manges ici, d'où est-ce que ça vient. Parce que sinon, les choses deviennent trop faciles pour toi. Il va falloir que tu partes vivre avec tes cousins et que tu te frottes avec eux pour savoir comment ça se passe. Donc travailler. Travailler les champs. Marcher dans les épines, tomber, etc. et tout. Se faire mordre par les scorpions, etc. Il me dirait, ça ne va pas te tuer, tu ne vas pas mourir parce que si je suis là, c'est que... Au début, je ne comprenais pas, mais après la première année, c'est moi qui exigeais finalement à repartir parce que j'ai appris énormément de choses. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris l'humilité. C'est très important. J'ai appris l'humilité. J'ai appris que
il ne faut pas trop dépendre de la facilité. C'est pas bien, parce que ça crée des vices. Il faut qu'il y ait dans la vie, des fois, un peu de difficulté. Il ne faut pas avoir peur de la difficulté. Et c'est là où souvent, peut-être, les gens me voient un peu de manière bizarre, ils me disent, oui, mais tu as toujours envie. Non, il faut équilibrer. Pour moi, c'était un équilibre. Ça m'a permis d'avoir les pieds sur terre, d'avoir la tête entre les épaules, de comprendre le message, finalement, que voulait véhiculer mon père. Et à partir de 18 ans, il commençait à me dire, là, maintenant, tu peux gérer certaines choses. Tu as compris comment ça se passe, etc. Donc, Il m'a tu étais responsabilisé. déjà en formation. En formation. Donc, quand je suis venu ici, je savais que finalement, qu'il ne faut pas réagir comme ça au chaud. Il faut toujours regarder la situation, il faut garder le calme. Pour pouvoir شوية باش تشوف la situation pour bien réagir. C'est un truc de l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire ne jamais réagir à chaud et ne jamais juger quelque chose par son apparence. Tout à fait. Et il faut toujours essayer de comprendre. Ça, c'est parmi les choses que j'ai vécues qui étaient des difficultés, qui sont devenues finalement une force pour moi et qui a fait que même pendant le Covid, par exemple, c'était des moments difficiles. Au lieu de m'occuper de moi-même, je passais mon temps avec une association à aller donner de l'aide à ceux qui sont dans le besoin. Jusqu'au moment où on m'a dit, écoute, toi aussi, tu oublies que tu es dans le besoin. Tu avais oublié. D'ailleurs, je me rappelais, j'avais une collègue qui est une sœur pour moi, une Marocaine, qui m'a dit, écoute, Samba, je te connais. Tu es en train de courir, dans l'associatif, tu donnes des coups de main, etc. Comment ça se passe avec le loyer, comment ça se passe, etc. Je lui dis, ça va. Il m'a dit, bah écoute, moi, je te suggère que je vais te donner un coup de main pour que tu puisses payer le loyer, etc. Et tout. Et elle a insisté. Et ça, c'est un geste que je trouve vraiment très, on va dire, très, très positif. Et ça me renvoie un peu lors de notre discussion, quand je te disais que pourquoi je ne sens pas justement de difficulté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai une famille marocaine, en fait. J'ai une famille marocaine. Aujourd'hui, tu me demandes n'importe qui, c'est qui ton correspondant. Pourtant, j'ai un oncle pas loin d'ici. Mais mon premier correspondant, je te dirais toujours mon oncle, c'est Ami Younes, avec qui je viens de parler tout à l'heure. Voilà, qui pour moi est un oncle pour moi. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, à chaque fois que les parents m'appellent, ils me disent comment est-ce qu'il va, Ami Younes, ou Ba Younes. Je l'appelle d'ailleurs Ba Younes. Bah écoute, il faudrait que le gouvernement marocain te donne la nationalité marocaine. Avec parce plaisir. Que ton amour du Maroc, la manière avec laquelle tu en parles, la connaissance que tu as du Maroc prouve, démontre que tu as gagné ta place parmi nous, les Marocains. Alors, dernière question, cette fois-ci, ça va être pour moi. Donc, on va changer de rôle. Et tu as le droit de me poser une question. Et je me ferai le plaisir d'y répondre avec le plus de sincérité possible et le plus rapidement possible parce que nous avons dépassé l'horaire. À travers, en tout cas, l'échange qu'on a eu depuis qu'on a commencé à échanger, je voyais toujours que tu essayais de faire ressortir un peu la personne. C'est-à-dire, tu es focus toujours sur la personne. Écoute, je vais te raconter... Ou pourquoi moi? Et surtout ce côté africain, parce que je vois toujours que, quand on parle de l'Afrique, je vois que tes yeux s'ouvrent en grand comme ça. Parce que c'est mon ADN. C'est mon ADN. J'ai toujours été attiré par tout ce qui est africain. J'aime intrinsèquement l'Afrique. Quand je vois certains Marocains traiter un Africain central par sa couleur et sa différence, ça me révolte comme si c'était moi. Oui. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu des altercations violentes avec des Marocains en disant non, il a les mêmes droits que nous, il est comme nous. Quand j'étais petit, je regardais, c'était en France, je regardais par la fenêtre et je voyais les gens passer. Et le carreau était pété, c'était un dimanche et il pleuvait. C'est le moment où tu te sens triste et tu ne sais pas pourquoi. Et je voulais savoir le contenu de la tête et du cœur des personnes. À quoi ils pensaient, où ils vont. Et je pense que ça m'a toujours drivé. J'aime fondamentalement les êtres humains, j'aime la différence et j'aime quand ils ressortent leur singularité. C'est pour ça que ce podcast, il est aligné comme toi avec ce que tu fais. Ce que tu as fait, c'était juste un prétexte pour te révéler, révéler ce qui remue à l'intérieur de toi. C'est pour ça que ta lumière, elle brille et que ça se voit dans tes paroles et ton visage. Ce que je fais, c'est par que je te vois, c'est pour te montrer avec ta singularité et avec ta lumière. Et je pense que c'est un exercice que
qui réussit. C'est un magnifique exercice parce que c'est pas comment. Parce que généralement, on est dans une logique aujourd'hui où ce sont les mêmes personnes à qui on donne la parole, des personnes médiatisées. Mais là, parle que je te vois, moi je trouve qu'effectivement, c'est une belle opportunité, une occasion de faire écouter des voix, de faire écouter des personnes et des vies. C'est pour cela, moi, je n'ai pas hésité une seconde. Quand tu m'as dit parle que je te vois, je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas moi, mais je vois les personnes que tu as déjà invitées. Qu'est-ce qu'ils racontent, ces personnes-là? Parce que souvent, on est tellement dans un monde un peu de modernité qu'on roule qu'on ne pense plus aux autres. On pense soit à soi-même ou on a une catégorie de personnes qu'on écoute tout le temps. Les autres, on les efface. On est dans un monde... Et je pense que cette espèce d'agora est une plateforme pour équilibrer un peu. C'est une réponse à... Ce ne sont pas les plus brillants qui sont les plus connus. On est d'accord. Et ce ne sont pas les plus brillants qui sont les plus intéressants. C'est une réponse parce que je sais que ce qui est beau et bon est rare et ne peut être quelque chose qui soit répandu. Mais de là, on peut nous aussi répondre par rapport à ça et faire entendre des voix qu'on n'entend pas très souvent. C'était Parle que je te vois, mon frère Samba. Je te remercie du fond de mon âme d'être là, d'avoir dit oui sans hésitation. Et comme je le dis souvent, je nous souhaite de vivre la plus belle des vies, de lui donner son souffle et toute sa mesure. Si vous avez aimé, chers amis du bien-être, si vous avez aimé Samba, je mettrai tous ces détails en dessous de la vidéo. Si vous voulez qu'on visite Casablanca avec Samba et pourquoi pas faire un événement développement personnel en visite Casablanca avec grand plaisir. Et si vous avez aimé, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui regardent mais qui omettent de mettre un petit commentaire, un petit pouce, ça nous encourage. Et ben, merci beaucoup en tout cas pour cette belle occasion et puis à nous revoir très bientôt et surtout pour une belle visite. Promis, je le ferai. Ça marche. Tu m'as donné envie, tu m'as convaincu. Salam wa rahmatullah.